Nous sommes le 31 mai 2009. Le vol Air France 447, un Airbus A330-200, décolle de l'aéroport international de Rio de Janeiro Galeão à 19h29, heure locale. Il met le cap sur Paris-Charles de Gaulle. À bord se trouvent 228 personnes, dont 12 membres d'équipage. Rien ne laisse présager que dans quelques heures, l'appareil disparaîtra des écrans radars, emportant avec lui toutes les âmes à bord. Aujourd'hui, nous revenons sur une tragédie importante pour l'histoire de l'aviation, l'accident de l'Air France 447. L'équipage du vol 447 est composé du commandant de bord Marc Dubois, 58 ans, totalisant près de 11 000 heures de vol, et deux copilotes, Pierre-Cédric Bonin, 32 ans, et David Robert, 37 ans, ayant respectivement 2 936 et 6 547 heures de vol. Dubois, vétéran de l'aviation commerciale, a intégré Air France en 1988 après une formation militaire. Bonin, le plus jeune des trois, avait récemment été promu officier pilote et avait principalement volé sur l'Airbus A320 avant de passer sur l'A330. Robert, quant à lui, avait une solide expérience sur le long courrier et participait souvent à des vols intercontinentaux. En raison des règles de repos sur les vols long courrier, ils alternent la prise de commande durant la traversée. À tout moment, l'un des pilotes assume le rôle de pilote flying, ou pilote aux commandes, responsable du pilotage actif de l'appareil, tandis que l'autre devient pilot monitoring, ou pilote not flying, chargé de surveiller les paramètres de vol, les communications et de fournir un soutien décisionnel. Cette répartition des tâches permet d'assurer une surveillance continue de la situation et une réactivité optimale en cas d'anomalie. Le vol AF447 s'éloigne du Brésil et survole désormais l'océan Atlantique. L'équipage, alors composé du commandant de bord Dubois et du copilote Bonin, suit la route prévue, traversant la zone de convergence intertropicale, un passage connu pour ses orages violents. À cette latitude, cette zone se caractérise par d'intenses phénomènes orageux, des nuages imposants et une instabilité atmosphérique susceptible de se former en quelques minutes. Les pilotes le savent, cette région est sujette à des cumulonimbus particulièrement développés, capables de générer des turbulences soudaines, des fortes précipitations et parfois du givrage à haute altitude. Les échanges thermiques importants entre l'océan chaud et l'air humide contribuent à alimenter ces systèmes orageux qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres et peuvent s'avérer difficiles à contourner en l'absence de radars performants ou de conditions météo plus stables. C'est dans ce contexte météorologique extrême que le vol AF447 évolue la nuit du 31 mai au 1er juin. À 1h35 UTC, l'équipage envoie ses derniers messages radio au centre de contrôle de Recife alors qu'ils sont au point de navigation INTOL. Quelques instants plus tard, les contrôleurs d'Atlantico demandent à 3 reprises son heure estimée de passage au point Tasil, mais aucune réponse ne leur parvient. L'avion sort des écrans radars à 1h48, à une centaine de kilomètres du point Tasil. Entre 2h et 2h10 UTC, l'avion traverse une zone orageuse avec de fortes turbulences. Peu après, les systèmes commencent à transmettre par satellite une série de messages automatiques de panne. À 2h10, un message signale le désengagement du pilote automatique et le passage des commandes en loi de pilotage dégradé ou alternate low. Progressivement, des messages indiquent des défaillances des systèmes de navigation et de commande de vol, et à 2h14 UTC, l'ultime message automatique Cabin Vertical Speed est émis, indiquant une modification rapide de l'altitude ou une possible dépressurisation. Il est clair que l'Airbus est en détresse, mais au sol, personne ne sait encore ce qu'il en est vraiment. Après l'absence de communication au point Tasil, les contrôleurs de Dakar sont contactés et confirment ne pas avoir reçu d'appel du vol AF447. La disparition est alors officiellement signalée, déclenchant les opérations de recherche et de sauvetage. À Paris,
la cellule de crise d'Air France se met en place. Le vol AF447 semble s'être volatilisé au-dessus de l'océan Atlantique. L'A330 est un biréacteur long courrier réputé pour sa fiabilité. Nous avons déjà abordé l'histoire de cet avion. Il est notamment utilisé sur des liaisons intercontinentales et transatlantiques, offrant une autonomie de près de 13 000 km. Depuis son lancement en 1994, l'A330 s'est vendu à plus de 1500 exemplaires à travers le monde, devenant un pilier du transport aérien long courrier. Sa conception repose sur une structure en matériaux composites et des systèmes avioniques modernes qui facilitent son pilotage. Il existe plusieurs déclinaisons de l'A330, telles que l'A330-200, A330-300 ou encore la version cargo A330-200F. Plus récemment, il a reçu une modernisation avec l'A330 Neo et a même été la base du célèbre Beluga XL. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'un A330-200. Par rapport à l'A330-300, il offre un fuselage légèrement raccourci mais une autonomie accrue, ce qui le rend particulièrement adapté aux vols long courrier et transatlantiques. Le 200 a plusieurs déclinaisons en fonction de sa motorisation. La dénomination A330-203, qui nous concerne ici, renvoie à une variante spécifique qui comporte des moteurs General Electric CF6-80 E1A3. L'avion sur ce vol est donc un A330-203, immatriculé Foxtrot Golf Zulu Charlie Papa. Livré neuf à Air France en 2005, il totalise environ 19 000 heures de vol en 2500 cycles, un cycle regroupant un décollage, vol et atterrissage. Il n'a pas présenté d'anomalies structurelles ou mécaniques spécifiques avant ce vol, et les documents de suivi d'entretien et du programme de maintenance ne révèlent pas d'autres soucis notables sur le court terme précédant le vol AF447. Les dernières visites de type A ont été réalisées régulièrement, la plus récente ayant eu lieu le 16 avril 2009, soit environ un mois et demi avant l'accident, sans mettre en évidence de problèmes majeurs. Le 1er juin au matin, il faut faire face à la terrible évidence. L'avion ne répond plus et ne s'est posé nulle part. La probabilité d'un crash est désormais quasi certaine. Les premières recherches s'organisent. Les contrôleurs aériens tentent de contacter l'avion à plusieurs reprises, sans succès. Les centres de contrôle de l'Atlantique coordonnent leurs efforts avec le centre de coordination français, déclenchant le déploiement de patrouilles maritimes et aériennes, ainsi que l'usage de satellites pour tenter de localiser un signal ou des débris. Les forces aériennes brésiliennes et françaises scrutent l'océan, espérant en repérer une trace de l'Airbus. Du côté brésilien, le CENIPA, l'équivalent brésilien du BEA français, participe à la coordination des recherches en lien avec les autorités civiles et militaires. Du fait de la vaste zone concernée et de la profondeur de l'océan, la coopération internationale est primordiale. Le Brésil, la France, mais aussi le Sénégal, le Cap-Vert et d'autres nations échangent des informations sur de possibles signaux. Néanmoins, la couverture radar est inexistante au-dessus de cette portion de l'Atlantique, ce qui complique énormément la tâche des équipes de recherche qui doivent se baser sur la dernière position connue de l'avion, envoyée par satellite à 2h14. Une vaste opération aérienne se met en branle. 2 Atlantique 2 et un Falcon 50 de la Marine nationale survolent l'océan pour repérer d'éventuels débris. Des satellites de l'US Air Force sont sollicités et l'US Navy envoie également un P-3 Orion sur zone. En mer toujours, la France envoie le porte-hélicoptère Mistral et la frégate Ventose. De son côté, l'Ifremer redirige son navire scientifique le Pourquoi pas avec son sous-marin le Nautile et un robot télécommandé pour localiser les balises des boîtes noires. La marine brésilienne, de son côté, déploie 5 navires. L'US Navy se joint aux efforts de recherche en proposant des hydrophones pouvant détecter des balises jusqu'à 6100 mètres de profondeur. Les autorités les font installer sur 2 navires, le Fairmount Glacier et le Fairmount Expedition. Même le sous-marin nucléaire d'attaque Emeraude est envoyé sur la zone, dans l'espoir que ces systèmes d'écoute permettent de localiser les enregistreurs de vol.
Et tout s'accélère le 6 juin 2009, quand la marine brésilienne retrouve un siège, 2 corps, une sacoche contenant un billet Air France et un sac en nylon avec un ordinateur portable. Le numéro de série du siège correspond bien au vol AF447. Au vu des premiers débris retrouvés, il est désormais clair que personne n'a pu survivre à l'accident. Désormais, il faut comprendre ce qu'il s'est passé, et pour cela, il faut absolument retrouver les boîtes noires. Lorsqu'on parle de boîtes noires à bord d'un avion, on fait référence à 2 appareils distincts. Le Flight Data Recorder, qui enregistre les paramètres de vol, altitude, vitesse, cap, trajectoire, et le Cockpit Voice Recorder, qui capte les conversations et sons ambiants dans le poste de pilotage. Dotées d'une coque extrêmement résistante à l'impact et au feu, ces boîtes embarquent chacune une balise sous-marine émettant un signal acoustique dès qu'elles se retrouvent immergées. L'autonomie maximale de ces balises est d'environ 30 jours, prolongeable de quelques jours selon la capacité restante de leur batterie, car le signal s'affaiblit progressivement. Il est rapidement établi que l'impact avec l'eau a eu lieu moins de 5 minutes après l'envoi de la dernière position connue de l'avion, ce qui permet de délimiter une zone de 75 km de rayon, soit une superficie d'environ 17 000 km². Dans le contexte de l'Atlantique Sud, où la profondeur peut dépasser les 4000 mètres et où les reliefs sous-marins sont très accidentés, la détection de ce signal est un véritable défi. Les courants marins dispersent rapidement les débris, rendant difficile la localisation des boîtes noires. De plus, si les batteries faiblissent avant leur repérage, il devient quasiment impossible de s'appuyer sur le signal acoustique. L'opération consiste alors à parcourir de vastes zones en se fiant à des estimations de dérive et à la cartographie des fonds, ce qui mobilise des moyens technologiques et humains coûteux. Il est pourtant primordial d'identifier les causes de l'accident, car il est possible que le ou les problèmes qui ont mené à l'accident affectent d'autres avions. C'est donc une véritable course contre la montre d'1 mois qui est lancée afin de localiser les boîtes noires. Le 17 juin, des centaines de débris dont la dérive ont été repérés et le nombre total de corps retrouvés s'élève déjà à 50. Mais au fur et à mesure, le dispositif de recherche se réduit. À la fin du mois, un Atlantique 2, le Mistral, le Pourquoi pas et l'Emeraude sont les seuls moyens aériens et maritimes français encore présents sur la zone. L'autonomie des balises des boîtes noires est clairement arrivée à son terme et désormais, la détection acoustique ne peut plus fonctionner. Pour autant, au cours des recherches, une lueur d'espoir avait émergé. Le 22 juin, le robot Victor 6000, opéré par le Pourquoi pas, avait réalisé une plongée pour enquêter sur un signal capté par le sous-marin d'attaque Emeraude. Comme son nom l'indique, le Victor 6000 peut atteindre une profondeur de 6000 mètres. Malheureusement, il ne trouvera aucune trace de l'avion sur place. Il semblerait que le signal entendu par l'Emeraude ait été émis par des baleines dont les sons ont une fréquence proche de celle des boîtes noires. La date limite théorique des balises des boîtes noires est désormais dépassée et les recherches acoustiques s'arrêtent donc sans résultat malgré une immense zone quadrillée. À défaut de boîtes noires, les enquêteurs du BEA se concentrent sur les débris retrouvés dans l'espoir de faire la lumière sur le drame. Sur le Mistral et le Ventose, les débris récupérés sont entreposés sous la bonne garde de la gendarmerie nationale. Les enquêteurs peuvent déjà conclure que l'avion était intact lors de l'impact, ne montrant aucun signe de destruction en vol. Ce résultat assez maigre, additionné aux nombreux ratés et la pression médiatique, installe un climat de méfiance de la part des familles de victimes envers le BEA, imaginant une possible collusion avec Air France et Airbus. Pour elles, peut-être que ces entités ne désirent pas vraiment retrouver l'avion pour qu'on ne fasse jamais la lumière sur les circonstances de l'accident. Pourtant, même si les recherches de signaux sont stoppées, le BEA continue à chercher l'épave, cette fois avec un sonar. L'objectif est de cartographier en haute résolution les fonds marins à la recherche de l'épave. Tel un radar, il émet des signaux qui se répercutent sur tout objet se trouvant sur le plancher océanique. Le résultat n'est en revanche pas optimal puisque le basalte des roches présentes dans cette région peut en quelque sorte masquer les débris. Mais à la moindre suspicion, le robot Victor plonge pour enquêter.
C'est à nouveau le pourquoi pas qui est chargé d'opérer ce sonar. À nouveau, les enquêteurs ne trouvent rien. Cette deuxième phase de recherche est donc stoppée et désormais, il faut trouver un moyen d'affiner la zone probable où se trouve l'épave. Pour cela, il faut étudier la dérive des débris retrouvés et à l'aide de spécialistes en courant marin, faire ce qu'on appelle une rétrodérive, afin d'estimer où ces débris ont commencé à se déplacer. Les experts, en travaillant tous de façon indépendante, sont unanimes. Ils identifient une zone de 3000 km² où pourrait se trouver l'épave, au nord-ouest de la dernière position connue. Une nouvelle campagne de recherche est lancée sur la zone en mai 2010 avec 2 navires, l'Anne Candies et le Seabed Worker. Cette mission est menée sous la direction de Paul-Henri Narjolet, qui s'est illustré par le passé en réalisant la première plongée vers le Titanic en 1987 et décédé récemment dans l'implosion du submersible Titan en 2023. Le Seabed Worker embarque 3 exemplaires d'un robot sous-marin, le Remus. Contrairement au robot sonar utilisé précédemment, qui était tracté par un bateau à vitesse lente, les Remus sont plus rapides, plus précis et surtout totalement autonomes, ce qui permet une recherche diablement plus efficace. Ils sont remontés régulièrement pour extraire les données, notamment les photographies prises par le robot aux endroits qu'il a identifiés comme recelant de potentiels débris. En parallèle, en France, le ministère de la Défense fait une annonce intrigante. Lors de la première campagne de recherche, datant de l'année précédente, le sous-marin nucléaire Emeraude aurait capté le signal des boîtes noires. Ces données n'auraient pas été repérées à l'époque, mais uniquement avec l'analyse des données en 2010. Cela bouleverse les plans de la campagne en cours et Paul-Henri Narjolet envoie le Seabed Worker vers la zone où le sous-marin avait entendu le signal, à plusieurs jours de mer. À nouveau, les Remus sont mis à l'œuvre et à nouveau, aucun débris n'est repéré. Et pour cause. Donc on voulait vous informer un petit peu des derniers rebondissements. Très probablement, le sous-marin a enregistré des sons qui venaient de l'intérieur du bateau. Très probablement un opérateur qui se faisait l'oreille sur un enregistrement de pinger. C'est ce qu'on craignait et c'est ce qui semble vraiment se produire. À cause d'un ministère de la Défense qui s'est précipité sur une information et d'une frénésie médiatique qui a amplifié cette information, la campagne de recherche a perdu plus d'1 semaine à chercher au mauvais endroit. Le Seabed Worker retourne donc sur la zone identifiée par la rétrodérive. Cette 3e campagne de recherche s'arrête le 24 mai 2010, sans résultat. Le BEA décide alors de repartir de zéro. Pour étudier les courants, des bouées équipées de balises sont larguées afin d'étudier leur dérive. On observe alors que ces bouées ne suivent pas un chemin particulier et vont plutôt dans des directions complètement différentes. Encore une fois, pour les familles des victimes, c'est l'incompréhension. Comment est-ce possible d'autant échouer dans les recherches ? Une 4e campagne est alors lancée à partir du 25 mars 2011. Elle sera menée par l'institution océanographique Woods Hole et financée en majorité par Airbus et Air France. Nous sommes dans une situation qui n'a jamais été rencontrée dans l'histoire de l'aviation, c'est-à-dire tenter de retrouver une épave d'avion tombée dans des fonds très accidentés et de très grande profondeur et dont la position n'est connue qu'à quelques dizaines de kilomètres près. Ça n'a jamais été fait. C'est donc sur la base d'une stratégie d'exploration systématique de la zone du cercle de rayon de 75 km, non encore explorée par les moyens d'imagerie acoustique, qu'est lancée cette nouvelle campagne, dont les détails pourront être donnés par les représentants de l'Institut Woods Hole. L'objectif pour le navire Alucia et ses robots est de couvrir la dernière zone connue de l'avion et élargir progressivement le cercle jusqu'aux zones déjà couvertes. C'est un véritable redémarrage à zéro qui promet également de coûter particulièrement cher. Mais en réalité, il ne faudra que 9 jours pour que cette campagne s'arrête. Le 2 avril 2011, après la 18e plongée sonar, les données récupérées montrent un écho sonar assez important. Un Remus est envoyé sur la zone et prend 85 000 photographies d'un énorme champ de débris. Le 3 avril, c'est donc officiel, l'épave est enfin localisée par 3900 mètres de fond, sur une zone de 600 mètres sur 200, à seulement 12 km
de la dernière position connue de l'avion. Pire encore, cette zone avait été passée à l'hydrophone dès la première phase de recherche, mais sans signal des boîtes noires, et avait donc été considérée comme blanchie. On juge qu'elles auraient dû être captées lors du passage des hydrophones, ce qui tend à penser à un dysfonctionnement des balises acoustiques, ce qui est plutôt rare, ou un problème de propagation acoustique dans l'eau. Quoi qu'il en soit, dès lors, une nouvelle et dernière phase est lancée. Cette 5e mission aura pour but de remonter le maximum de pièces du champ de débris et, évidemment, trouver les boîtes noires. Elle se déroule du 21 mai au 3 juin 2011. En attendant qu'elle se mette en place, le BEA prend toutes les précautions pour ne rien dire ou montrer de l'épave qui puisse heurter les victimes. Malgré cela, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire d'État au transport, affirme au micro de France Inter: Tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'une grande part de l'avion d'Air France, une grande part de l'avion avait été retrouvée. Est-ce qu'on a des traces des victimes de cette catastrophe? On a plus que des traces, en fait. On a des corps. C'est-à-dire qu'il reste des corps dans la partie qui a été retrouvée. Donc c'est l'habitacle de l'avion? C'est une partie de l'habitacle de l'avion, pas forcément l'ensemble. Tout n'a pas explosé, si vous voulez. Il y a une partie de l'habitacle, et dans cette partie de l'habitacle, il y a des corps. Un grand nombre de corps? Il y a des corps. Cette déclaration, reprise en boucle par les médias, a généré un émoi considérable parmi les familles des victimes, qui ont reproché aux autorités un manque de tact et une gestion approximative de l'information. C'est dans ce contexte que la phase 5 démarre. Le navire Île-de-Sein, embarquant le robot Remora 3, se met en route pour identifier et récupérer les boîtes noires, les débris et les corps qui reposent là depuis 2 ans. Le travail est colossal. Le robot, piloté par un opérateur sur le bateau, examine toutes les pièces de l'avion afin d'établir une carte précise et déterminer la localisation approximative des boîtes noires. D'abord, on retrouve le châssis de l'une d'entre elles, l'enregistreur de paramètres, mais sans le module de données. Il sera finalement retrouvé et repêché le 1er mai. Le lendemain, l'enregistreur phonique est également récupéré. Ils sont transportés en toute hâte mais avec précaution par bateau en Guyane française, puis par avion jusqu'en métropole. L'Île-de-Sein, lui, reste sur place afin de continuer les opérations de récupération des débris et des corps. Cette récupération est déterminante pour aider à la compréhension du drame. Minutieusement sont remontés des éléments du fuselage, des moteurs, des sièges et des instruments du cockpit. Le robot place tous ces éléments dans une immense cage qui les remonte les uns après les autres. Ils sont ensuite nettoyés pour éviter la corrosion, identifiés et répertoriés. Très vite, on arrive à en déduire plusieurs choses. D'abord, les moteurs fonctionnaient à un régime particulièrement élevé au moment de l'impact. Ensuite, les volets étaient rentrés, ces 2 éléments excluant une tentative d'amérissage d'urgence. Enfin, la compression des éléments et la zone restreinte du champ de débris semblent indiquer un impact très fort à la verticale et à plat, avec une faible inclinaison vers le haut. Cette hypothèse est d'ailleurs étayée par les autopsies. L'arrivée des pièces de l'AF447 au port de Bayonne marque la fin des opérations maritimes le 16 juin 2011. Au total, 1 millier d'éléments ont été référencés. Ils rejoignent les premiers débris flottants retrouvés en 2009 et qui reposent à Toulouse, au centre de la DGA technique aéronautique. 154 des 228 corps ont été retrouvés et le panier utilisé pour les remonter, eux ainsi que les débris, gît désormais sur les lieux du drame, au fond de l'océan, en tant que mémorial. Le coût total des recherches et récupérations, toutes phases confondues, est de 31 millions d'euros, répartis entre le gouvernement, Air France et Airbus. À Paris, les enquêteurs procèdent à l'extraction des cartes mémoire des boîtes noires. Des précautions sont prises pour assurer le succès de l'extraction des données et le tout est filmé pour plus de transparence. Malgré les 2 ans passés au fond de l'océan et quelques dommages, les 2 enregistreurs sont parfaitement lisibles. Les paramètres sont analysés en détail et l'écoute des conversations dans le cockpit glace le sang des enquêteurs. Mais enfin, le voile va être levé sur les circonstances de l'accident, minute
par minute. Près de l'équateur, à 1h30 UTC, les pilotes discutent plusieurs fois de la difficulté de voir dehors. Qu'est-ce qu'on va mal avec cet avion avec les éclairages? C'est pas une réussite, hein. Ouais, je baisse un peu la lumière pour voir dehors. Hein. Ouais. Ça, et puis on allume les phares pour voir. Ils se rendent vite compte de la météo et des turbulences et discutent longuement des options, comme prendre de l'altitude ou changer de cap. Ils rencontrent un phénomène bien connu. Il manquait plus que Monsieur Saint-Elme. Ça va turbuler hein, quand je vais aller me coucher. Les feux de Saint-Elme sont des phénomènes qui se manifestent lors des orages violents, faisant apparaître des sortes de petits éclairs aux extrémités et sur le nez des avions. C'est un phénomène très impressionnant et souvent précurseur de turbulences et d'orages intenses, mais qui en soi n'est pas spécialement dangereux. Le commandant Dubois part se reposer et il est remplacé par David Robert. Ça va, vous? Bah, le petit peu de turbulence que tu viens de voir, on devrait retrouver le même devant. En fait, on est dans la couche là. Malheureusement, on peut pas trop monter pour l'instant parce que la température elle diminue moins vite que prévu. Pour l'instant, si on avait un problème, ce serait demi-tour sur Natal, où là il fait beau. D'accord. Il est 2h UTC. Les pilotes informent l'équipage. Dis-moi, dans 2 minutes là, on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant. Faudrait vous le méfier là. D'accord, on s'assoit alors? Je pense que ce serait pas mal. Tu préviens les copains? Ouais, ok, j'appelle derrière. Merci beaucoup. Merci, je te rappelle dès qu'on est sorti de là. Heureusement qu'on est en 330, hein. On ferait pas les malins avec un 340 plein. C'est clair. Il relève que la température extérieure est de moins 42 degrés. Ils décident de changer de cap, de quelques degrés à gauche, pour éviter une cellule qui approche devant eux sur le radar météo. Ce n'est malheureusement pas suffisant pour l'éviter. On n'utilisera pas les anti-ice, c'est toujours ça de prix. Une odeur d'ozone envahit la cabine. La température remonte un peu. Au même moment, des cristaux de glace frappent légèrement les vitres du cockpit et un vent latéral fort fait virer l'avion sur la droite. Quelques secondes plus tard, le pilote automatique se déconnecte. J'ai les commandes. Des cristaux de glace ont bouché une des sondes pitot chargées de mesurer la vitesse dans l'air. Il y a donc un conflit entre la vitesse du pitot fonctionnel à gauche et celui bouché de droite. L'avion se met dans ce qu'on appelle une low alternate et l'indication de vitesse chute brutalement. On n'a pas une bonne indication de vitesse. En pilotage manuel, les pilotes ne comprennent pas la situation. De plus, l'avion semble descendre, une donnée en réalité complètement fausse. Bonin tente de maintenir le cap et l'indicateur de vitesse fluctue. Il tire sur le manche pour remonter. Cet ordre place l'appareil dans une situation instable. Normalement, tout ce qu'il faudrait faire, c'est maintenir l'avion à plat, au même régime moteur, et attendre. Au lieu de ça, Bonin, se fiant à une altitude faussée, tire sur le manche et l'avion grimpe rapidement, atteignant une altitude maximale de 38 000 pieds en seulement 1 minute, ce qui est à la limite du domaine de vol, l'altitude maximale au-delà de laquelle peut voler cet avion en croisière. Cette montée entraîne une perte de vitesse critique. L'alarme de décrochage retentit pour la première fois à 2h10 et 51 secondes UTC. Elle alerte l'équipage en répétant en boucle « Stall. Pourtant, Bonin continue de maintenir un cabrage excessif. L'avion commence à, cette fois, réellement descendre à plat, un décrochage, mais Bonin réagit en tirant de nouveau sur le manche, pensant corriger une simple perte d'altitude, alors qu'il aggrave la situation. À 2h11 UTC, le commandant Dubois revient en cabine. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. On perd le contrôle de l'avion là. On a perdu le contrôle de l'avion, on comprend rien, on a tout tenté. Alors que l'alarme de décrochage continue de retentir et l'altitude de descendre fortement, les pilotes continuent de chercher à comprendre. Le problème c'est que j'ai plus le vario là, j'ai plus aucune indication. D'accord. On n'a aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Ils ne savent pas quelles informations affichées sont exactes et dignes de confiance. En réalité, à ce moment précis, leur taux de chute est de 15 300 pieds par minute. À cause du décrochage, l'avion est instable et commence à s'incliner sur le côté. Les pilotes semblent se concentrer sur le fait de mettre les ailes à plat
et l'alarme Dual Input se déclenche, signalant que désormais, les deux pilotes agissent sur le manche sans que l'un ou l'autre ne le sache, et ces actions ne sont pas coordonnées et parfois contradictoires. Bonin pense clairement qu'ils sont en survitesse et doivent ralentir, alors que c'est tout l'inverse qu'il se passe. Robert, qui commence à comprendre ce qu'il se passe, tente de prendre le contrôle en suggérant une correction. Il pousse légèrement le manche pour redescendre le nez de l'avion, mais Bonin continue à tirer, neutralisant ainsi la correction. L'avion reçoit 2 signaux contradictoires. Quelques secondes plus tard, l'Airbus A330 s'écrase violemment sur l'Atlantique, à une vitesse de plus de 200 km/h, et une assiette légèrement cabrée. L'impact est instantanément fatal pour les 228 occupants. L'analyse des boîtes noires met en évidence des erreurs de diagnostic et des réactions inadaptées face à une situation qui aurait pu être récupérable si les pilotes avaient reconnu l'état de l'appareil. La conséquence du givrage d'une des sondes pitot est le conflit d'informations. À gauche, le pilote voyait une vitesse de croisière normale, tandis qu'à droite, l'écran du pilote indiquait une vitesse extrêmement basse. C'est d'ailleurs ce conflit de vitesse qui a conduit le pilote automatique à se désactiver pour laisser la main au pilote. Dans ce cas, la procédure d'Airbus indique clairement que les pilotes doivent rester en palier sans action supplémentaire. Du côté d'Air France, la procédure nommée IAS douteuse, qui doit être un automatisme et connu par cœur par les équipages, indique sensiblement la même chose avec une assiette positive de 5 degrés au-dessus de 10 000 pieds, ce qui est le cas de l'AF447 au moment de l'accident. Sauf que plusieurs facteurs sont à prendre en compte, autant techniques qu'humains. Concernant les sondes pitot, le problème de l'accumulation rapide des cristaux de glace est devenu de plus en plus fréquent sur les vols en haute altitude, générant de plus en plus de cas d'IAS douteuse. Dans le cas d'Air France, entre mai 2008 et mars 2009, 9 cas d'IAS douteuse sont survenus durant un vol en croisière en haute altitude, et tous causés par une des 2 sondes pitot obstruées par de la glace ou de l'eau. De nombreux incidents se sont ensuite produits sur les mois suivants et jusqu'à l'accident de la F447. Les sondes pitot, conçues par Thales, étaient déjà pointées du doigt par la compagnie depuis plusieurs mois. Lors de l'accident, les sondes pitot de toute la flotte A330 et A340 d'Air France étaient en cours de remplacement par des modèles plus fiables face aux cristaux de glace. Le Charlie Papa de l'accident était un des rares avions qui n'avait pas encore subi cette modification. Lors de l'étude du comportement d'autres cas survenus sur d'autres vols, le BEA constate également que ces équipages ont eu des réactions assez similaires au vol AF447, avec une tendance à ignorer l'alarme de décrochage, la considérant comme incorrecte, et même ne pas nécessairement appliquer la procédure d'IAS douteuse. Pire encore, lors de précédents incidents d'IAS douteuse en croisière, l'alarme de décrochage avait tendance à retentir en dehors de toute situation réelle de décrochage, et quelques mois avant l'accident, lors d'un symposium, Airbus indiquait aux équipages que les vibrations d'un décrochage à basse vitesse peut être confondues avec les effets ressentis en haute vitesse, mais sans mentionner que les vibrations haute vitesse ne sont pas présentes sur les avions comme les A330. Il est donc probable que les pilotes, confrontés à des vitesses incohérentes, une absence de visibilité et des vibrations, aient pu ignorer l'alarme de décrochage et croire à une situation de survitesse, menant à la réduction des gaz, la mise en montée de l'avion et même la volonté de sortir les aérofreins. Il est aussi important de mentionner qu'en dehors des licences de pilote initiales, les formations d'Air France sur Airbus en simulateur n'incluaient pas la récupération en cas de décrochage. En effet, les simulateurs n'étant pas capables de reproduire une situation de décrochage bien engagée, les pilotes n'étaient formés que sur les sensations et actions à appliquer en cas d'approche du décrochage, c'est-à-dire les alarmes et les vibrations, la logique voulant que, de toute façon, si on applique ces actions correctives, les pilotes ne seront jamais confrontés à une situation réelle de décrochage. Mais qu'est-ce qu'un décrochage ? Je vous propose ainsi une démonstration. Donc là, on est dans un Cessna Skyhawk, ça change un petit peu de l'Airbus A330, mais il est soumis aux mêmes lois, c'est-à-dire l'écoulement de l'air, le décrochage, la survitesse, etc., etc. Donc on met de l'incidence, et même avec les gaz à fond, vous allez voir
qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez d'air qui s'écoule sur les ailes et il va tomber. Vous voyez, là, je peux déclencher le décrochage en maintenant l'incidence ou annuler le décrochage et reprendre de la vitesse juste en baissant le nez. Vous voyez, si je garde l'incidence, au bout d'un moment, je vais avoir l'alerte de décrochage. Stall, stall, stall. Donc là, si je reste en butée comme ça et que je me bats uniquement pour remettre les ailes à plat, ça peut durer jusqu'à l'impact, mais ça peut durer extrêmement longtemps en fait. Et vous voyez, il suffit que je mette la nuit, et là on n'a aucun repère visuel à l'extérieur. Là, tout ce que je fais, c'est maintenir les ailes à plat sur l'avion et avoir le manche en butée pour le garder en décrochage. Et là, si on ne regardait pas nos instruments, on n'aurait aucune idée de ce qui se passe dehors. On remarquerait pas qu'on est près de l'eau. Alors que tout ce qu'il faudrait pour ressortir de ce décrochage et pas se cracher, c'est plonger vers le sol, reprendre de la vitesse, et c'est reparti. Mais ça, c'est facile à dire. Quand il fait jour, quand il fait beau, quand on n'est pas surpris, quand on a le contrôle, qu'on est sur un simulateur, et qu'il n'y a pas de vie qui repose sur nos épaules, évidemment. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais sur l'Airbus A330-200, le même que le vol Rio-Paris. Alors comme vous le voyez, il fait jour, il fait beau, on est en A330-200 comme l'avion du Rio-Paris. La seule différence, c'est vraiment la météo et le fait qu'il fasse jour. On est à 35 000 pieds comme prévu, on est au-dessus de l'océan comme prévu. Il n'y a pas un seul nuage, il n'y a pas de givre et on est vraiment en croisière, tout va bien, il n'y a rien qui se passe de particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de faire décrocher l'avion volontairement en mettant ce qu'on appelle de l'incidence. Donc en tirant sur le manche. Donc là, j'ai désactivé le pilote automatique et c'est parti. Regardez, je fais monter l'avion. En même temps, je vais augmenter les gaz. Et là, ça va augmenter l'incidence aussi. C'est-à-dire qu'en poussant sur les gaz, ça applique ce qu'on appelle un couple à cabrer. Et le couple à cabrer, ça fait que l'avion, avec la poussée des moteurs, ça augmente l'incidence et ça le fait cabrer encore plus. Alors on va voir s'il arrive à décrocher en loi normale, c'est-à-dire avec tous les instruments connectés. Donc là, comme vous le voyez, il affiche A floor. Donc là, en fait, il est en train de reprendre grosso modo la main. Donc là, par exemple, si je baisse les gaz, vous voyez que mon régime moteur ne change pas, qu'il garde les gaz à fond, et que surtout, regardez, je garde le manche en butée, hein, je suis toujours en butée, je suis à fond en butée. J'essaie juste de garder les ailes à plat un petit peu. Mais il n'y a pas moyen, il ne décroche pas, parce que les moteurs prennent le relais, parce que la centrale inertielle prend le relais, et qu'elle m'empêche, en fait, de vraiment faire cabrer l'avion au max. Donc c'est ça qu'on appelle un avion indécrochable. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable de décrocher par nature, mais ça veut dire que en fait, les systèmes de bord empêchent le pilote de décrocher. Comme vous pouvez le voir, là regardez, je reste à cabrer à fond, je peux même sortir les aérofreins, l'avion ne tombe pas. Il reste stable et j'ai juste à garder les ailes à peu près à plat, parce que quand on est basse vitesse, forcément les ailes ont tendance à s'incliner. Il perd un petit peu d'altitude, mais bon, d'ici à ce qu'on touche le sol... Donc là, on est revenu en croisière, j'ai pas eu à refaire le vol, j'ai juste eu à garder les ailes à plat, à reconnecter les automatismes et on est reparti comme si rien ne s'était passé précédemment. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de configurer l'avion de façon à ce qu'il soit dans les mêmes conditions que le vol Air France 447. Alors quand même, il faut dire que sur Flight Simulator, je ne peux pas faire geler les sondes pitot sur l'A330. Me demandez pas pourquoi, j'ai deux versions de l'A330-200, sur les deux versions, je ne peux pas faire geler les sondes pitot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte d'équivalent, c'est-à-dire que je vais déconnecter ce qu'on appelle des ADR. Et les ADR, en fait, ça va enlever de l'instrumentation, et là, on va voir comment l'avion se comporte sans ces informations d'ADR qui donnent notamment à l'avion des informations de vitesse, des informations d'altitude, etc. Alors, je vais déconnecter les ADR 2 et 3, et regardez ce qui se passe sur l'écran. Hop, il m'affiche déjà que nous avons un passage en loi alternate. Il me donne des conseils, il me dit n'utilise pas les spoilers, les aérofreins. La vitesse maximale doit être de 330 nœuds ou max 0,82. Et attention, avec le lacet, il faut y aller tranquille quand on est au-dessus des 160 nœuds. Donc là, je suis en alterné. Si je ne touche à rien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tant que je garde les ailes à plat, tout va bien. Alors là, moi j'ai encore mes informations, mais si vous allez voir sur le copilote, vous voyez que mon copilote, lui, il n'a plus aucune information. Donc là, l'ordinateur, lui, il est en mode dégradé. C'est-à-dire que là, il se demande s'il reçoit des bonnes informations ou des mauvaises, quelles informations sont les bonnes, quelles informations sont les mauvaises, et en conséquence, ce sont les pilotes qui ont la main. Donc là, comme sur le vol Air France 447, l'autopilote s'est désactivé, puisque de toute façon, l'ordinateur n'était pas capable de faire voler l'avion par lui-même
parce qu'il lui manque des informations. Et donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on est à la place des pilotes, il fait beau dehors, hein. Ça c'est une grande différence. Mais surtout, vous allez voir que si je mets de l'incidence, je vais même en augmentant les gaz, là, il m'annonce déjà l'approche du décrochage. Ma vitesse réelle est de 200 nœuds, donc ça commence à baisser un peu fort. Je continue, je garde l'incidence. Je vais essayer de garder une incidence assez proche du vol Air France 447. Donc là, il m'annonce que j'approche du décrochage. Vu qu'on est en haute altitude, il va décrocher très rapidement. Là, il est en butée. Je vais garder les ailes à plat, parce que là, forcément, en approche de décrochage, l'avion a envie de basculer. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail pour essayer de le garder à plat. Et surtout, j'ai beau tirer, vous voyez, les gaz sont à fond. Là, il tombe en fait. Donc là, on est ce qu'on appelle à idle, donc les moteurs au ralenti. Et là, notre vitesse est actuellement de 120 nœuds, en tout cas à l'extérieur. Et vous voyez qu'on est en train de concrètement tomber. Mais on tombe vraiment à plat, c'est-à-dire que comme vous le voyez, on a un léger piqué, parce que l'avion a tendance à vouloir reprendre quand même de la vitesse, que c'est très difficile de garder les ailes à plat. C'est pas moi qui bats des ailes volontairement, hein, c'est que j'essaie de maintenir l'avion à plat. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Et surtout là, je suis toujours le manche embuté depuis le début de la chute, entre guillemets. Donc là, juste pour pousser la chose un petit peu plus loin, je mets les gaz à fond. Et là, j'ai coupé les IR. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Quand je coupe les IR et que je mets l'incidence à fond, là, il m'empêche plus de faire quoi que ce soit. Je peux avoir une incidence de fou. Et là, vous voyez que là, on est sur un vrai pur décrochage. Et là, au point que Flight Simulator ne sait pas trop comment simuler ce qui va se passer. Donc là, il va vouloir d'abord piquer, ce qui peut être à peu près normal. Et là, j'ai plus le contrôle. Là, j'ai plus le contrôle du tout. Et là, ça risque de générer un crash. Je vais essayer de calmer la chose. Je vais le rattraper assez vite. Donc là, pareil, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit l'avion, que vous soyez sur un Rafale ou sur un petit Cessna ou sur un A380, la chose à faire quand vous êtes en décrochage, c'est baisser le nez, prendre de la vitesse. Et là, on revient sur une loi normale de vol. Ok, donc maintenant, on est de nuit, le 1er juin 2009, c'est une nuit sans lune. Donc là, j'ai volontairement mis beaucoup de lumière, mais en fait, on peut tamiser la lumière, évidemment, pour y voir mieux dehors. Mais bon, là, de toute façon, ça ne changerait rien. À l'extérieur, on y voit tout noir. Il y a un peu d'orage, donc on entend de temps en temps le grondement de l'orage. Et si vous avez de la chance, on verra peut-être des éclairs. Mais comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans la bouillasse, on voit rien, ça tremble un peu, ça secoue, c'est pas très agréable comme vol. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter 2 des 3 ADR. Voilà, on perd les informations de vitesse, d'altitude. Là, est-ce que je vais vite, est-ce que je vais lentement? Absolument aucune idée. La seule indication qui peut vraiment me servir, c'est si je monte ou si je descends. Donc là, j'ai toujours un écran qui m'indique que je suis en loi alternate et donc que l'ordinateur du coup ne comprend pas les données qu'il reçoit. Donc en gros, il me laisse piloter l'avion avec quelques indications quand même. Évidemment, c'est difficile de se mettre dans l'ambiance du vol AF447 parce qu'ils ne s'attendent pas à cette panne. Moi, je l'ai déclenché. Et aussi, là, je suis tranquillement dans un studio, je suis complètement à l'abri et je porte pas sur mon épaule la vie de plusieurs centaines de passagers. Donc forcément, la psyché est pas la même. Le problème, c'est que quand les sondes pitot gèlent, les indications d'altitude peuvent soudainement descendre. Et ça peut donner une indication au copilote qui, par réflexe, va vouloir récupérer ça. En tirant, il voit l'indication de décrochage. Actuellement, de l'extérieur, rien ne dit qu'on est en train de décrocher. Et vous voyez même qu'on est en train de monter. Vous voyez même qu'on gagne de l'altitude. Donc ça aussi, ça peut donner l'impression au pilote qu'on est en survitesse et donc pas en sous-vitesse. Donc là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent baisser les gaz. Là, on est toujours en indication de décrochage. Et comme vous le voyez, de l'extérieur, on ne constate absolument rien. On ne voit aucune différence. Et là, on est sur une incidence un peu similaire à ce qu'on a eu sur la F447. Mais on n'est pas sur une chute qui se ressent beaucoup. Alors, on a forcément des vibrations. On a les ailes qui sont beaucoup plus sensibles, comme vous le voyez là. Mais dans une situation d'orage comme ça, dans la nuit, et avec l'habitude de la 330 qui reprend les commandes, alors là, ce que je fais depuis tout à l'heure, comme vous le voyez, c'est que je mets un peu plus de puissance. Et comme vous le voyez, l'avion cabre encore plus que mon action seule sur le manche. Là, par exemple, je vais réduire les gaz et vous allez voir que l'avion va avoir tendance à quand même rebaisser un peu le nez.
Ce qui est complètement contre-intuitif pour contrer un décrochage, justement. Vous voyez que l'avion revient presque sur l'horizon, même si je suis encore en butée, juste du fait de l'action sur les gaz. Et donc au final, si je remets les gaz à fond, vous voyez que l'incidence est encore plus grave et que c'est pas parce que je mets les gaz à fond que l'avion va réaccélérer. Là, au contraire, le couple accabré des moteurs fait que en gardant la butée et les moteurs à fond, vous voyez que là, on tombe à plat à peu près à autant de degrés que l'Air France 447. Et là, comme vous le voyez, on est parti en décrochage parce que forcément Flight Simulator a du mal à gérer la sortie d'un domaine de vol. Donc ce qu'il faut en déduire, c'est que non, l'A330 est un avion comme les autres, il n'est pas indécrochable. En tout cas, il peut l'être si, évidemment, il a toutes les informations dans l'ordinateur qui permettent à l'avion de limiter les actions des pilotes et faire garder l'avion dans son domaine de vol, c'est-à-dire dans les altitudes, les vitesses, les incidences dans lesquelles il peut voler de façon tout à fait normale. En revanche, si l'ordinateur de bord n'est pas sûr des informations qu'il reçoit des instruments, il laisse complètement la main aux pilotes. Et les pilotes, comme n'importe qui, peuvent être complètement désorientés. Et s'ils sont trop accoutumés à un comportement normal de l'avion, en plus des effets de surprise, en plus de la nuit, du stress des orages, ça conduit à des réactions, évidemment, qui peuvent mener à un accident. Lors de l'accident, il faut aussi noter plusieurs facteurs humains qui ont aggravé la situation. Tout d'abord, contrairement aux autres vols passés avant et après le Rio-Paris sur la même route et à la même altitude, l'équipage de la F447 n'a pas établi de réelle stratégie de traversée de la zone de convergence intertropicale qui est pourtant réputée comme particulièrement difficile et parfois dangereuse à traverser. Le copilote aux commandes, Bonin, semble être le seul à réellement se préoccuper de la chose, envisageant de prendre de l'altitude ou de contourner la zone, mais ces suggestions ne semblent pas vraiment écoutées par le commandant de bord ou le copilote qui le relève. En réalité, le cap sera changé quelques secondes avant le début des événements, ce qui est bien trop tard pour éviter quoi que ce soit. De plus, l'expérience du commandant de bord et celle du copilote qui le relève sont bien supérieures à celle du copilote aux commandes, qui semble découvrir, ou à minima ne semble pas habitué, aux phénomènes qu'il rencontre lors de la traversée de cette zone, que ce soit les turbulences, les feux de Saint-Elme ou l'odeur d'ozone. Le BEA note que le copilote aux commandes était déjà sous le coup d'une certaine charge émotionnelle due à tout cet environnement assez nouveau pour lui quand la déconnexion du pilote automatique est survenue. L'effet de surprise ne pouvait donc qu'être aggravé par cet état psychique, ce qui a pu fausser sa lecture de la situation. Son analyse va en effet être que l'A330 est en survitesse et en descente, et ce jugement faussé, établi dès le début des problèmes, va dicter le reste de ses actions jusqu'à la fin, à savoir une volonté de cabrer pour grimper et de réduire la vitesse jusqu'à vouloir déployer les aérofreins. Ces actions sont assez brusques et totalement disproportionnées, encore une fois explicables par la charge émotionnelle. À côté de lui, Robert, le copilote, ne semble pas surveiller les actions de pilotage entreprises par son collègue, semblant se concentrer sur la cause du problème. Aucun des deux ne verbalise sur ce qu'ils sont en train de faire, ce qui amène l'avion aux limites de son domaine de vol, et donc au décrochage. Comme on l'a vu avant, on enseignait à tort aux pilotes que les vibrations pouvaient survenir en haute vitesse, et lorsque le décrochage débute, accompagné de son alarme, les vibrations ont pu conforter Bonin dans son idée d'un avion en survitesse, le poussant à chercher à encore ralentir. Pour ne rien arranger, les CAM, écrans qui affichent les problèmes et leurs possibles résolutions, indiquent au pilote une vitesse à ne pas dépasser, mais aucune vitesse minimum, ce qui peut faire comprendre au pilote que le danger se trouve dans la survitesse. Ce même ECAM indique également une série d'actions, mais n'indique pas le conflit de vitesse, qui est pourtant bel et bien identifié par l'appareil, puisqu'il est la cause de la déconnexion du pilote automatique. Cela ajoute donc de la charge au pilote et de précieuses secondes d'identifier la cause du problème, alors qu'il était connu dès la première seconde par l'avion. Le PNF va brièvement ordonner à son collègue de moins monter et mettre l'avion à plat, sans pour autant y prêter plus d'attention. Son objectif se concentre désormais sur le fait de redonner à Bonin de bonnes informations de vitesse, sans vraiment regarder ce que ce dernier est en train de faire en termes de pilotage. En effet, au même moment, Bonin, pensant toujours être en survitesse,
garde l'avion cabré et réduit la puissance des moteurs, accentuant encore la perte de vitesse. Robert, plongé dans un environnement bruyant et entouré d'alarmes, est clairement dépassé. Se sentant incapable d'identifier les causes des ennuis qu'ils traversent, ils appellent le commandant de bord pour demander de l'aide. Pendant ce temps, l'alarme stall est intermittente, et c'est un point crucial. Parfois, la vitesse tombe si bas que l'ordinateur la juge incohérente. Ainsi, les avertissements de vitesse disparaissent purement et simplement des écrans des pilotes, et l'alarme stall ne retentit plus, malgré la situation continue de décrochage dans la réalité. Vu que les formations et procédures portaient sur l'approche du décrochage, supposant que les pilotes l'identifieraient formellement et n'iraient jamais plus loin, l'avion a désormais tous les symptômes du décrochage sans pour autant que l'équipage ne le réalise. Bonin est toujours convaincu de la survitesse et Robert ne semble pas avoir d'avis car il est focalisé sur la résolution du problème d'affichage des vitesses. Un autre facteur contributif était sûrement la façon dont l'alarme de décrochage fonctionne. En dessous de 60 nœuds, pour éviter un déclenchement intempestif et faussé lors des phases de décollage et d'approche, l'alarme ne retentit pas. Durant la chute de l'avion, la vitesse mesurée est plusieurs fois tombée sous les 60 nœuds. L'alarme de décrochage ne retentissait alors plus, même si l'avion décrochait. Le pilote aux commandes a pu alors déduire que son action à cabrer avait résolu le problème, alors que quand il ne cabrait plus et poussait sur le manche, et que l'avion reprenait un peu de vitesse en repassant au-dessus des 60 nœuds, l'alarme revenait. A posteriori, ce qu'il aurait dû faire, c'est de ne plus cabrer malgré le retour de l'alarme de décrochage, ce qui aurait cessé dès lors que l'avion continuait à revenir vers une vitesse normale. En résumé, même s'il serait facile de blâmer les pilotes, la compagnie, l'avionneur ou les trois de l'accident, c'est comme souvent bien plus complexe que ça. Le rapport final du BEA, paru le 5 juillet 2012, dresse un constat implacable. Selon les enquêteurs, une succession d'événements et des réactions inadaptées ont précipité l'avion dans une situation qui aurait pourtant pu être récupérée. Ces réactions sont souvent la conséquence d'un contexte particulier, à savoir le manque de repères visuels dans une nuit orageuse, des alarmes parfois contradictoires, un effet de surprise et un environnement sonore particulièrement bruyant. La fatigue apparente et le stress de certains des pilotes n'a pas arrangé la situation. Le peu de communication claire sur les actions des uns et des autres a empêché les pilotes de se coordonner sur une conduite collective à tenir face aux problèmes, ce qui s'explique évidemment par l'état psychique propre à tout être humain dans une situation d'urgence. À la lumière de leurs analyses, les enquêteurs du BEA formulent 41 recommandations destinées à renforcer la sécurité, parmi lesquelles on retrouve une formation plus poussée des pilotes, en particulier sur la gestion de la vitesse en croisière et la conduite à tenir lorsqu'une information fiable n'est plus disponible. Le BEA insiste également sur la nécessité de repenser la logique des alarmes et l'ergonomie globale du poste de pilotage afin d'éviter que le décrochage ne reste inaperçu dans le flot de signaux contradictoires. Il suggère en outre de revoir les critères de certification et de maintenance des sondes pitot jugés vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes et de développer de nouvelles solutions technologiques pour faciliter les recherches dans les zones océaniques les plus profondes. Parmi celles-ci, l'augmentation de la durée d'émission des balises acoustiques des boîtes noires à 90 jours. Ces recommandations ont vocation à éviter la répétition d'un tel drame et à renforcer la sécurité du transport aérien à l'avenir. Malgré les leçons apprises du drame, notamment sur les recherches en mer et la détection d'une épave immergée, le vol MH370, qui s'est abîmé dans l'océan Indien 5 ans après l'accident de la F447, reste aujourd'hui introuvable. Les familles des victimes du Malaysia Airlines sont d'ailleurs en proie aux mêmes doutes et suspicions qu'avaient les familles des victimes du Rio Paris lors des recherches infructueuses de 2009 et 2010. Aujourd'hui, et même avant le rapport final, plusieurs de ces recommandations ont été appliquées. Air France a accéléré le remplacement des sondes pitot par des modèles plus performants. Également, et dans les mois qui suivent l'accident, la formation des pilotes à ce genre de situation est renforcée lors de sessions en simulateur, en particulier le pilotage en mode dégradé ou low alternate en haute altitude et l'approche du décrochage. Enfin, l'épisode AF447 a aussi ouvert la voie à des procédures judiciaires.
Air France et Airbus sont pointés du doigt et les familles des victimes exigent des explications, à juste titre. En 2023, après plusieurs années de bataille judiciaire, Air France et Airbus, poursuivis pour homicide involontaire, sont relaxés, malgré une indemnisation des familles qui s'élève à 126 millions d'euros au total. Certains proches des victimes dénoncent une justice trop clémente, tandis que d'autres considèrent cette conclusion comme la fin d'un combat douloureux. L'affaire devrait être jugée en appel à la fin 2025. La disparition du vol AF447 a provoqué un séisme émotionnel en France où l'opinion publique, sous le choc, suivait chaque rebondissement dans l'espoir d'un miracle. Les familles, plongées dans une angoisse indicible, ont dû vivre un deuil d'autant plus cruel que l'avion demeurait introuvable des années durant. Au fil des recherches, la sidération a laissé place à une remise en question profonde. Comment, au début du XXIe siècle, un avion moderne pouvait-il disparaître en pleine nuit ? Cette tragédie a montré la vulnérabilité de la technologie face à des conditions météorologiques extrêmes, mais aussi l'urgence de renforcer la coordination internationale lors des opérations de sauvetage en haute mer. Aujourd'hui, le vol AF447 reste un souvenir douloureux. Il rappelle que les pilotes, aussi compétents et expérimentés qu'ils peuvent l'être, n'en restent pas moins des humains, dont les émotions, les biais cognitifs et un environnement de stress peuvent les engager sur une pente dramatique et que la technologie elle-même ne peut pas tout résoudre et même parfois aggraver une situation. Face à la nature, quel que soit le niveau de technologie et les compétences de pilotage, l'aviation est avant tout une affaire d'humilité. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, elle fut assez difficile à réaliser et j'aimerais rappeler que je n'ai pas spécifiquement cherché à accuser quiconque de l'accident, puisque comme le BEA le souligne et je suis plutôt d'accord avec eux, comme toujours, eh bien, c'est le résultat d'un nombre incalculable de facteurs résultant à la fois du technique, des procédures, du contexte, etc. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail sur Ko-fi ou Patreon, car comme toujours quand on aborde une catastrophe aérienne, cet épisode n'était volontairement pas sponsorisé. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.